Ce que vous voyez en ce moment était autrefois une colonne. 40 véhicules de combat, 320 hommes. Sur le papier, c'était censé être la réponse de la Russie. Une frappe lourde pour enfin percer la ligne. En réalité, c'était déjà un désastre avant même qu'une seule botte russe ne franchisse la ligne de départ. En moins d'une heure, 29 véhicules n'étaient pas plus que des carcasses en feu éparpillées dans la steppe. 140 hommes étaient montés morts. Et quand la fumée s'est dissipée, la ligne de front n'avait pas bougé. Pas une seule position n'avait changé de main. Depuis 1500 jours, l'armée russe mène des assauts contre Mala Tokmatchka. Et chaque jour, elle y perd jusqu'à 1500 militaires, tués, blessés ou portés disparus. Et ce n'est même pas une ville, quelques rues, une poignée de maisons détruites, mais une brigade ukrainienne, formée par des instructeurs de l'OTAN, tient toujours cette position. Les Russes continuent de lancer des colonnes de chars et des groupes d'assaut. Chaque jour, des centaines de drones survolent le champ de bataille. L'artillerie ne cesse jamais de tirer. Pourtant, la ligne de front n'a pas reculé d'un seul kilomètre. Le siège de Mala Tokmatchka est l'un des plus longs de l'histoire contemporaine, plus long encore que le siège de Sarajevo. La Russie y a déjà perdu davantage de véhicules blindés que n'en possèdent des pays entiers, comme les Pays-Bas. Et tout cela pour un village long de 10 km et large de seulement 500 mètres. Comment les Ukrainiens ont-ils transformé un amas de maisons détruites en une forteresse qui broie l'une des plus grandes armées du monde? Pourquoi les Russes meurent-ils pour ce village? Pourquoi Mala Tokmatchka est-elle si importante? Et pourquoi le dernier assaut massif de chars de cette guerre a-t-il eu lieu précisément ici? C'est exactement ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Tout a commencé en 2022, lorsque l'armée russe a soudainement lancé son offensive vers le nord depuis la Crimée, en direction du sud de l'Ukraine. Selon l'état-major général ukrainien, la supériorité numérique des forces russes sur cet axe atteignait 15 contre 1. Le repli des forces ukrainiennes était inévitable. Dans le cas contraire, d'importants effectifs auraient été encerclés. En quelques jours à peine, les colonnes russes avaient déjà atteint les abords de Mala Tokmatchka. Les éléments de reconnaissance russes pouvaient déjà apercevoir les cheminées industrielles de Zaporijia. Ce village prospère du sud de l'Ukraine, qui comptait environ 3000 habitants, est devenu la ligne de front. Parmi ses particularités figure un vaste complexe pénitentiaire, auquel nous reviendrons plus tard dans cette vidéo. Mais l'armée russe n'a pas réussi à avancer davantage. Pourquoi? Le problème, c'est que les forces russes venaient de parcourir 250 km. Elles avaient désormais du territoire ennemi dans leur dos, et leur ligne logistique était déjà menacée. Devant eux se trouvait Orikhiv, où les civils fabriquaient des cocktails Molotov en pleine rue. Mais la principale menace venait des unités d'artillerie ukrainiennes, qui avaient eu le temps de se déployer et de placer les voies d'approche du village sous leur contrôle de feu. Les Russes ont compris qu'ils étaient tombés dans un piège. Regardez la carte. Mala Tokmatchka se trouve dans une étroite bande de plaine entourée de collines. En fait, c'est une véritable cuvette naturelle. Alors qu'auparavant, les forces russes progressaient à travers la steppe, vaste et entièrement dégagée, le relief du secteur ne leur permettait plus d'exploiter leur supériorité numérique. En réalité, il est tout simplement impossible d'y dissimuler d'importantes concentrations de matériel militaire. La situation s'est donc rapidement compliquée pour les Russes. Sous la pression de l'artillerie ukrainienne et des contre-attaques, ils ont été contraints de se replier. Mais seulement d'environ 6000 pas, soit la distance qu'une personne parcourt à pied en une quinzaine de minutes. Mois après mois, les forces russes ont épuisé la défense ukrainienne. Mala Tokmatchka est apparue des centaines de fois dans les rapports du champ de bataille et a été réduite à l'état de ruine. Du village, il ne restait plus que des murs et des sous-sols. Au cours de l'année suivante, les forces russes ont de nouveau progressé lentement vers le village, mais seulement d'environ 3000 pas. Puis, à l'été 2023, tout a changé, mais pas de la manière que quiconque attendait. À ce moment-là, l'Ukraine avait déjà reçu de ses alliés des centaines de pièces d'équipement occidentales. Des obusiers automoteurs américains M109, des véhicules blindés de transport de troupes M113, des véhicules de combat d'infanterie Bradley et Stryker, ainsi que des chars allemands Léopard 2 dans différentes versions et des véhicules de combat d'infanterie Marder. Les brigades ukrainiennes ont suivi un entraînement intensif sur des terrains d'exercice de l'OTAN. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Ukraine ont mené une série d'exercices de postes de commandement, classifiés sur une base militaire américaine en Allemagne. L'objectif était clair, percer jusqu'à la mer d'Azov, parcourir 250 km et couper le corridor terrestre entre la Russie et la Crimée. Mala Tokmatchka était au cœur de ce plan. Le village est devenu une zone de rassemblement pour les troupes et les équipements en vue de l'offensive décisive. Mais les unités ukrainiennes n'ont progressé que d'environ 10 km. Qu'est-ce qui a mal tourné? Les Russes avaient transformé le front sud en le plus vaste système défensif qu'ait connu l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de mines, des fossés anti-chars, des fortifications en béton et des dizaines de kilomètres de tranchées s'étendant à travers la steppe, vaste et entièrement dégagée. Rien ne peut y passer sans être détecté, pas même une souris. Cette ligne défensive a été baptisée « ligne Sourovikine ».
du nom du commandant des forces russes sur cet axe. Mais il s'est avéré que ce n'était même pas le principal problème. Les drones de reconnaissance russes suivaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chacun des mouvements des équipements ukrainiens, plusieurs kilomètres avant la ligne de front. Les Russes attendaient donc les forces ukrainiennes. Les chars et les véhicules de combat d'infanterie qui devaient percer la ligne de Surovikin devenaient, avant même de s'en approcher, des cibles faciles pour des drones FPV bon marché. L'artillerie ukrainienne était repérée depuis les airs, puis immédiatement prise pour cible par des munitions rôdeuses, Lancet ou des obus guidés Krasnopol. Et lorsque la première ligne de défense était finalement percée, l'artillerie russe ainsi que les hélicoptères d'attaque K-52 et Mi-28 entraient en action. Le résultat ? Au lieu d'une percée rapide jusqu'à la mer d'Azov, les forces ukrainiennes ne sont parvenues à reprendre qu'un petit morceau de territoire, d'environ 10 km sur 10. À l'époque, le commandement ukrainien avait été contraint de mettre fin à ses offensives blindées de grande envergure afin de préserver ses effectifs et son matériel. Il faudra encore attendre 2 ans et demi avant que le commandement ukrainien ne trouve le moyen de parvenir réellement jusqu'à la mer d'Azov. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais l'échec de la contre-offensive n'est pas la principale leçon à retenir. À partir de ce moment-là, il est devenu évident que le brouillard de la guerre s'était dissipé et que le champ de bataille était devenu entièrement transparent. Avant cette contre-offensive, seuls les généraux ukrainiens en avaient pleinement conscience. Après celle-ci, les généraux de l'OTAN, qui croyaient encore à l'efficacité de la force de frappe blindée, l'ont compris à leur tour. Pour une raison ou une autre, les généraux russes, eux, n'en ont tiré aucune leçon. Ce qui est franchement étonnant, car ils continuaient à mener leurs offensives exactement de la même manière. Et ils perdaient leurs véhicules blindés exactement comme les Ukrainiens auparavant. Cela a duré jusqu'à ce que les Russes n'aient pratiquement plus de chars sur ce front. Please subscribe to the Weapons of Victory channel and don't forget to leave a comment. Au printemps 2025, le commandement russe a décidé de percer la défense ukrainienne au moyen d'un assaut massif, en empruntant exactement le même itinéraire que celui utilisé par la contre-offensive ukrainienne de 2023. Il a engagé 320 combattants et 40 véhicules. Mais la reconnaissance aérienne ukrainienne a détecté très tôt la progression des forces russes. Le premier véhicule russe a été touché à environ 8 km de Mala Tokmachka. Autrement dit, le plan a commencé à s'effondrer avant même le début de l'assaut. Les colonnes russes ont ensuite été prises sous le feu de l'artillerie ukrainienne et des drones. En moins d'1 heure, il est devenu évident que la tentative de percer s'était transformée en une lutte pour la survie. Le bilan ? 29 véhicules détruits, 140 militaires tués ou portés disparus et pas une seule position conquise. Cette issue était prévisible, car en plus de 1500 jours de combat autour de Mala Tokmachka, les tactiques de cette guerre ont complètement changé. La ligne de front où les positions des deux camps n'étaient autrefois séparées que d'environ 3000 pas est devenue une bande de terrain de plus de 10 km de large. Les chars n'y ont plus leur place. Les postes de commandement et les nœuds de communication ont été déplacés à 4 à 6 mètres sous terre, à 15 à 20 km derrière la ligne de front, et les unités sont commandées en temps réel grâce au flux vidéo en direct des drones. Les pièces d'artillerie sont dissimulées dans de profonds retranchements, protégées par des écrans en treillis métalliques et recouvertes de filets de camouflage spéciaux, qui réduisent leur signature thermique. La logistique n'est plus assurée par des camions, car ce serait du suicide. La nourriture, l'eau et les munitions sont désormais acheminées par de lourds drones hexacoptères ou par des plateformes robotisées terrestres, à chenilles ou à roues. Mais les Russes continuent de donner l'assaut à Mala Tokmachka, à pied. Au lieu d'engager des compagnies entières ou des convois, ils avancent par binôme de 2 soldats, un binôme suivant l'autre avec un intervalle de 30 minutes. Ils progressent à travers les lisières boisées, les cratères d'obus et les anciennes tranchées en direction de la zone de rassemblement, le sous-sol du complexe pénitentiaire. Pendant que les Ukrainiens détruisent le premier binôme, le second est déjà en train de progresser. Et voici la question centrale de cette vidéo. Pourquoi les Russes veulent-ils s'emparer de Mala Tokmachka ? Certainement pas pour les ruines. Les Russes cherchent à atteindre Orihiv, la principale forteresse du front sud, afin d'ouvrir une voie directe vers la grande ville de Zaporijjia. C'est pourquoi les opérations d'assaut ne s'y interrompent jamais, pas un seul instant. Pour les Ukrainiens, Mala Tokmachka n'est pas non plus un simple amas de ruines. C'est un laboratoire où est née une nouvelle forme de guerre. Les Ukrainiens tiennent Mala Tokmachka afin de réaliser ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir en 2023, couper le corridor terrestre entre la Russie et la Crimée. Comment est-ce seulement possible à une distance de 250 km ? Regardez, grâce à des drones comme le Hornet, l'Ukraine a transformé la principale autoroute reliant la Russie à la Crimée en une route de la mort.
Il semble que les Ukrainiens aient tiré les bonnes leçons de leur contre-offensive manquée. Pendant que les soldats russes rampent jour et nuit vers une mort presque inévitable, les drones ukrainiens traquent sans relâche les camions-citernes, les camions de munitions et les nœuds ferroviaires. Le Hornet met environ 1 heure pour atteindre sa cible. Sa portée maximale est de 300 km. C'est suffisant pour qu'aucun convoi ne puisse se sentir en sécurité où qu'il se trouve. Les combattants ukrainiens disent que la guerre change chaque jour. On le ressent même après une semaine de permission. Mais il semble que la tactique de la frappe intermédiaire soit une nouvelle innovation née de cette guerre. Dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez voir une vidéo consacrée à cette tactique et aux drones utilisés par les forces ukrainiennes. Dans ces playlists, vous trouverez également des vidéos sur d'autres opérations de cette guerre, de la défense de Kiev au piège de Kupiansk. Prenez soin de vous, soutenez l'Ukraine.